euh, 845 et 622 inscrits sans explication. Est-ce qu'il est normal que Elekam passe d'un chiffre à un autre sans expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour que le chiffre régresse? Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est le plus grand problème qu'on a, l'opacité. Vous comprenez? C'est l'opacité. Qui peut croire qu'il n'y a que 18 000 inscrits au niveau de la diaspora? La diaspora camerounaise dans le monde, elle est estimée à environ entre 6, 7 ou 8 millions. Vous comprenez? Et donc c'est un chiffre quand même qui est ridicule quand vous voyez ça. Non, on a un gros problème avec Elekam. Et je pense que on ne va pas tout régler avant les élections parce que ils ne vont pas le faire. Et à un moment donné, parce qu'il y a des gens, moi je fais une publication, il y a des gens qui viennent me dire que non, aujourd'hui, on doit être concentré sur la liste électorale nationale. Mais on peut être concentré sur la liste électorale nationale jusqu'en octobre. Hein. Vous comprenez? Et ces gens-là, c'est quand même, ils jouent leur survie. Ils vont toujours multiplier les entraves. En même temps, on réclame des choses et en même temps, on essaie de trouver des solutions pour les contrecarrer. C'est à nous de réfléchir. C'est pour ça que je dis qu'il faut leur opposer l'intelligence. Et aujourd'hui, sans prétention, l'intelligence est du côté de l'opposition. L'intelligence est du côté... Parce qu'eux, ils ont construit un système basé sur la médiocrité. Soit vous êtes médiocre, soit vous faites le médiocre. Et alors, si vous êtes brillant et que vous êtes obligé de faire le médiocre, à force de faire le médiocre, vous devenez médiocre. C'est comme le malade imaginaire. Hein? Si vous faites le malade, à la fin, vous finissez par tomber malade. Ça peut être réel, ça peut même être dans votre tête. Parfois, il y a des choses. Donc, et aujourd'hui, vous avez des gens en face qui n'ont pas la capacité ou les capacités qu'il y a dans l'opposition. Et ils n'ont que deux choses. Le bâton et la carotte. Vous comprenez? Ils vous donnent la carotte, si vous n'acceptez pas, ils utilisent le bâton. Et donc nous devons leur opposer l'intelligence. Et je pense qu'aujourd'hui, eux tous, ils voient comment 2025 ne va en rien ressembler à 2018. Et moi, je pense qu'avec Elekam, il faut mettre normal, chercher des solutions. Parce que ces gens, parfois, ils sont d'une arrogance et ils se sentent tout puissants. Il n'y a aucun juge qui peut dire quelque chose comme ça. Ils ne risquent rien pour le moment. Et donc, ils peuvent tout se permettre. Si nous ne voulons pas aussi nous réveiller trop tard, il faut avancer en maintenant la pression, mais il faut rapidement avancer. Et ça, les chiffres, ils vont donner les chiffres qu'ils veulent. Mais ils seront obligés, comme ils le font d'habitude, c'est la loi des membres. Et ils respectent scrupuleusement la loi. Ils publient la liste des bureaux de vote 6 jours avant. Pas un jour de plus. Si nous, on est bien organisés, on va prendre la liste, on va identifier tous les bureaux de vote et on va faire une reconnaissance et on va... La veille, on est déjà installé. Quand ils vont venir coller les noms, on est déjà là. Ils vont faire comment? Si ils ont annoncé 29 500. Et ils sont obligés. Et la liste qu'ils vont publier là, il faut qu'on ait des gens qui vont aller là-bas. S'il y a un bureau de vote, lors des résultats, on nous apporte un PV qui porte le nom d'un bureau de vote qui n'a pas été publié, qui n'est pas dans leur liste. On leur dit que non, ce n'est pas possible, ça ne peut pas compter. Voilà la liste que vous avez proposée. Et on doit pouvoir avoir accès à l'ensemble, à la totalité des bureaux de vote. Si vous faites ça, le gars, il tripatouille ces trucs, mais si on a des gens vigilants, qui regardent qui vient voter 2 fois, qui vient voter ceci, qui vient faire, qui n'est pas le gars, si ce n'est pas sa photo qui est là.
Nous devons nous organiser avec les moyens de bord. Et c'est pour ça que la plateforme que nous on va mettre en place va servir aussi à beaucoup de choses. C'est pour compléter le travail de l'opposition. Hein. C'est-à-dire qu'on va orienter parce que Elecam, parfois, crée des bureaux de vote et déplace des électeurs et sans rien leur dire. Et il y a des gens qui font le tour partout de la ville et ils ne voient pas leur nom, ils rentrent chez eux. Mais cette fois-ci, il y aura un numéro. Il y aura un numéro WhatsApp. Il y aura une plateforme. Il y aura un PC où les gens vont appeler pour dire que moi, je suis dans tel arrondissement, je ne vois pas mon nom. On va lui dire que madame, monsieur, attendez, on revient vers vous dans 15 minutes. On va regarder les listes, on va lui dire, on va le rappeler pour dire que non, allez-y à tel endroit. Vous comprenez? On doit s'organiser sur le plan pratique. Vous comprenez? Et en même temps, sur le plan du droit, parce qu'on doit les discréditer. Et là, aujourd'hui, Elecam est discrédité parce qu'on disait qu'Elecam trichait, mais personne ne savait, ne comprenait comment Elecam trichait. Exactement. Mais aujourd'hui, voilà, on sait comment Elecam triche. Et on les attrape la main dans les sacs. Bon, le jour où les Camerounais vont en avoir marre de l'Elecam, ils vont se lever comme un seul homme. Vous comprenez? Mais informons les Camerounais. Ce qu'on fait, c'est important, en allant devant les tribunaux, en entravant, parce qu'eux-mêmes, quand quelqu'un triche, quand quelqu'un vole, il se cache, hein, il ne veut pas être quand même ces gars de l'Elecam. Moi, j'avais écouté un vocal, un échange entre un gars de l'Elecam qui a circulé à un moment donné avec un candidat du parti au pouvoir, ainsi de suite. Mais vous sentez quand même que le gars, il dit non, si on fait ça, on va nous attraper, il faut faire ceci. L'autre dit que bon, non, envoyez votre gars aller par derrière là-bas, faire ceci. Ils sont obligés de tricher. Et pour tricher et ne pas se faire attraper, il faut beaucoup d'intelligence. Vous comprenez? Il faut beaucoup d'intelligence. Et moi, je pense qu'il y a plus d'intelligence du côté de ceux qui sont dehors, dans la rue, qui font les mototaxis, qui sont brimés, ceux qui sont en prison, ceux qui sont, voilà, qui ne sont pas comptés dans ce pays. C'est là-bas qu'il y a la matière. Et il suffit seulement d'amener les gens à croire. Et c'est pour ça que moi, j'encourage aussi. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas un discours qu'on peut peut-être, mais une certaine ouverture vers les autres. Et c'est pour ça que nous, on a lancé, on a dit, nous, du Nord, vous nous accusez de maintenir le pouvoir en place. Donc, on s'organise pour vous montrer que c'est fini. Ils ne vont plus ici, là. Voilà. Et on vous dit, vous aussi, qu'est-ce que vous faites? Mettons-nous ensemble. Vous comprenez, non? Et c'est comme ça aujourd'hui. Justement, voilà. Vous avez dit, il faut maintenir la pression, mais il faut surtout trouver des solutions. Voilà. C'est dans l'optique de trouver des solutions que M. Abdourahmane, vous avez certainement, ou alors vous en êtes le représentant de la plateforme partisan du changement du Grand Nord. Monsieur Abdourahmane, en quoi consiste cette plateforme mise sur pied et représentée par vous? Est-ce que vous pouvez dire plus ou en dire plus concernant cette plateforme aux Camerounais qui nous écoutent? D'abord, je voudrais dire que c'est pas moi le représentant. On a fait une réunion. Il y a 3 représentants qui ont été désignés et je ne suis pas parmi ces 3 représentants. Vous avez Maître Ablaye Harissou, qui est aussi un notaire à la retraite aujourd'hui. Vous avez Madame Sawada Rive, qui est Martine Sawada Rive, qui travaille au plan international, qui est une fonctionnaire internationale. Et vous avez Monsieur Paul Samangassou, qui est le 3e représentant, par ordre de préséance. Il y a des gens qui vont représenter, mais quand vous lisez l'appel, c'est un appel à un sursaut républicain national, dans le cadre de l'élection de 2025. D'accord. Chacun au Cameroun vient de quelque part, je l'ai dit. On vient de quelque part. Moi, je suis né à Garoua, mes parents à Garoua, voilà, ma vie est là-bas, je suis parti de là, je suis venu à Yaoundé, parce que c'est la capitale du Cameroun. Voilà. Mais sinon, moi, j'étais dans, bon, on dit la brousse, mais bon, Garoua quand même, c'est pas, mais je viens de là.
Ma famille est là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis né là-bas, je grandis là-bas, je connais les réalités de là-bas, je savais ce qui existait avant et je sais ce qui est là maintenant. Et je ressens le mal-vivre de mes parents, de mes frères, de mes amis. Voilà, parce qu'il y a ce vivre ensemble. Contrairement à ce que les gens disent, on n'est pas divisé. On cherche à nous diviser. Nous, on n'a jamais fait de différence avec nos frères chrétiens, kirdis. On a toujours mangé dans les mêmes assiettes. La seule chose, on faisait attention que non, qu'il n'y ait pas de porc quelque part quand vous allez chez votre ami chrétien. Pour ne pas manger du porc. Ou bien on vous dit, bon, peut-être que là-bas, on a seulement coupé la tête du poulet, éviter de manger le poulet. De sorte même que beaucoup de familles chrétiennes appelaient les marabouts pour égorger, pour que les enfants musulmans, les amis de leurs enfants, puissent aussi manger chez eux, sans avoir de problème. Voilà la seule différence qu'on faisait. Hein. Moi, je n'ai jamais su qu'il y avait autant d'ethnies au Cameroun, il y avait autant de divisions, et que même au nord aujourd'hui, on nous pointe que nous sommes différents, nous sommes divisés. Vous comprenez? Donc, on a fait un constat. Comment ça va mal? En partant de chez nous. Parce que quand je dis comme ça, aujourd'hui, nous avons reçu, hier dans la nuit très tard, un email venant d'un groupe de personnes, d'une association qui est basée en Europe. Et ils nous disent que non, nous sommes une association, on est ici en Europe, on est regroupé des ressortissants du Nord et des gens qui ont vécu au Nord. Ils ont une association comme ça. Donc, les gens qui ont vécu au Nord, qu'ils viennent de quelque autre partie du Cameroun, c'est-à-dire d'autres viennent de l'Ouest et tout ça, là, leurs parents étaient fonctionnaires là-bas, ils ont vécu là-bas, ils ont vécu les réalités, mais ils sont les enfants de là-bas. Ils nous disent que nous, on veut contribuer, on veut s'associer, on a lu votre appel, on va. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on a voulu dire que, écoutez, dans le Nord, le bétail électoral, tout le monde a dit que mais vous êtes les moins nantis, le moins bien nantis, vous êtes les plus négligés, mais vous maintenez quand même ce pouvoir. Si le pouvoir est là 43 ans, c'est à cause de vous. C'est le message que j'ai entendu de l'opposition et des autres parties prenantes. Mais nous, on dit, bon, écoutez, on prend nos responsabilités pour dire au reste du Cameroun que non. Le Nord n'est plus comme ça. Aujourd'hui, il y a une majorité qui veut que ça change. Et on est en train de le démontrer. Vous voyez les personnalités qui ont signé. Et là, on a une liste de 150 personnes qui va sortir lundi, des signataires, la deuxième vague des signataires. Et pour que quelqu'un mette sa signature, c'est des gens qui ont des situations, qui ont des... Je me suis battu même avec certaines personnes pour qu'ils ne signent pas, mais ils ont signé. Ils disent que si on veut, on les mange. Si on veut, on les enlève même du travail. Moi, je dis aux gens, non, attention. À certains amis, je leur dis, mais c'est pour vous dire, les gens sont excédés. Et puis, c'est un droit constitutionnel. La liberté d'opinion politique, d'expression. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent, bon, non, nous, on veut le changement. Et c'est un droit consacré, protégé par la Constitution du Cameroun. Normalement, on n'a pas à brimer quelqu'un ou à le menacer parce qu'il dit que non, il faut une alternance. La démocratie, c'est dans la Constitution. Donc, on s'est retrouvés et on a dit que ça va comme ça. On a voulu créer l'amalgame avec les mémorandums ou les mémorandas qui ont été publiés par le passé et qui avaient permis à un certain nombre de personnalités d'intégrer le gouvernement. On a dit non. Le mémorandum disait revendiquer des choses en demandant au pouvoir en place de donner parce qu'on est lésé et tout. Nous, on ne demande rien. Nous, on fait un constat et on dit qu'il faut tourner la page. On ne demande rien. Et on ne prendra rien. Ça, je peux vous assurer. Dans ce cadre-là qui a été mis, vous n'aurez pas... Bon, je ne vais pas toujours mettre ma main au feu. Mais sur les 16 premiers signataires, je ne suis pas sûr que vous allez avoir une personne ou une personnalité qui va accepter un poste. Parce qu'ils ont déjà proposé ça, je ne sais pas. Au moins, chacun a dû refuser des choses et tout ça là-dedans. On dit, écoutez, moi, quand je suis arrivé en politique, et je l'ai déclaré dans les médias, j'ai dit, mon rôle,
c'est de casser le mur qu'il y a entre le Grand Nord et le Grand Sud et ramener le Grand Nord dans le jeu politique national, dans le débat politique national. Parce que jusque-là, le Grand Nord était absent. En 2018, est-ce que vous avez senti le Grand Nord? Toutes les batailles qu'il y avait là. Voilà, il n'y avait personne qui s'est levé dans le Nord, même comme ça par amusement, pour dire que non, le MRC a raison, ou même le MRC a... Les gens sont restés au regard. Mais Monsieur Abdourahmane, est-ce que ce n'est pas lié au fait que dans le Grand Nord, on a certains partis politiques d'opposition qui sont des alliés du régime et qui, peut-être par ricochet, et corrompent la population jusqu'à la plus basse échelle? Est-ce que ce ne sont pas également des raisons qui peuvent expliquer l'absence du Grand Nord en 2018? Non, ils n'ont pas les moyens de corrompre tout le monde. Ils n'ont pas les moyens de corrompre tout le monde. Non, je l'ai expliqué par le passé. J'ai dit qu'il y avait un accord Nord-Sud où il est question que les colons ont laissé et que quand le président est parti, il fallait remettre le pouvoir à quelqu'un du Sud. Et il l'a fait, il a respecté. Et l'élite du Nord, pendant de longues années, a attendu le retour d'ascenseur et le président Biya lui-même, à certaines occasions, leur a laissé entendre, croire qu'il allait respecter ce deal. Parce que c'était fait contre le pays Bassa, le pays Bamileke, quand il y avait voilà, le maquis. Et on a dit oui, on a dit que bon, ils ont imaginé cet axe politique et c'est un accord non écrit, mais qui a fonctionné. Le président a dû commencer et quand il partait, c'était clair. Il a respecté l'accord parce que c'était ça. Les Français disaient que non, il y a un accord et il faut quelqu'un du centre-sud. Il ne pouvait pas sortir de ce cadre-là. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Samuel Lebois n'a pas été préféré et tout ça là. Ça a aussi compté. C'est ça même qui était le principal, le socle même de ce qui s'était passé en 82, en novembre 82. Donc, l'élite et les populations ont attendu le retour parce qu'il y avait un accord politique. On est ensemble. Et donc, les gens, ils ne votent pas le RDPC en réalité. Ils ne vont même pas voter, mais on laissait faire. Parce qu'on disait, et beaucoup de nos parents nous disaient que non, on a donné notre parole, il faut laisser le président Biya partir. Quand il va partir, et vous avez ce discours-là qui est tenu par beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que ces gens, moi je n'étais pas dans cet accord, ça ne me concernait pas. Mais les gens qui étaient dans cet accord aujourd'hui se sont rendus compte que c'est impossible que cet accord soit respecté. Parce qu'ils voient comment le Cameroun tourne. On se demande que, mais est-ce que le président a encore les capacités d'imposer quelque chose, de diriger normalement et de dire que bon, on respecte l'accord. Donc aujourd'hui, on a des doutes. Qui dirige le Cameroun réellement? Les gens se disent que bon, les gens qui avaient même l'habitude d'avoir quand même des contacts directs ou indirects, ils n'ont plus ces contacts-là. Donc tout le monde a compris que cet accord, pardon, je vais terminer, tout le monde a compris que cet accord n'était plus à l'ordre du jour. Et du coup, ça aussi, ça a joué. Pour une première fois, je pense, cette élite, entre guillemets, politique, et les populations se rejoignent en disant que, bon, vous nous avez demandé d'attendre, on a attendu pour rien. Regardez, maintenant, il est en train de partir, mais voilà, ça, et on n'aura rien. Et moi, je ne suis pas pour, je ne vois pas les choses de cette manière, parce que cet axe nord-sud, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, officiellement et ça s'est fait sur le dos des Camerounais, d'autres régions. Et ça ne doit plus être comme ça. On doit mettre fin à ça. Et aujourd'hui, je pense que c'est un accord qui est mort de sa belle mort. Et les jeux sont ouverts, oui, ouverts. Aujourd'hui, le Grand Nord va devoir, ne sera plus la chasse gardée de quelqu'un. Et s'il y a un jeu politique, écoutez, à l'élection présidentielle, le Grand Nord va voter massivement pour la personne qui va, incarner
ses aspirations et à laquelle elles auront confiance. Ça ne sera plus l'attentisme et la répétition. Ça, c'est fini maintenant. Donc, c'est dans cette optique qu'il faut comprendre pourquoi le renouveau appelait le Nord la fille aînée du chef de l'État. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On appelle l'extrême Nord la fille aînée du renouveau parce que tout simplement, vous savez, le Grand Nord, c'était une seule région. De Bagno à Kousséri, c'était la région du Nord. Quand le président Biya est arrivé, il a segmenté. Vous comprenez? Donc, il y a eu donc maintenant l'Adamawa qu'on a créé, on a gardé le Nord un peu, et puis on a créé donc, ils estiment que il a commencé les 4 régions qu'il avait créées. Hein? On estime que c'est l'extrême Nord qu'il a créé en premier. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est la fille aînée. C'est la première province qu'il a créée quand il est arrivé. Et donc, on a entretenu ce discours-là parce qu'on a montré aux gens que, mais écoutez, le président Ahidjo vous a embrigadé. Toute cette vaste région, ce n'était qu'une seule région qui répondait à Garoua. Et le pouvoir islamo-peul, l'influence islamo-peul, aujourd'hui, bon, à Ngaoundéré, vous avez là, maintenant, vous avez votre indépendance. Et c'est comme ça qu'ils l'ont compris. Hein. Moi, j'ai eu à discuter avec, il est déjà, paix à son âme, un richissime homme d'affaires qui m'a dit que quand on a créé les régions, il y a une délégation de l'Adamawa qui allait le voir. Il avait une salle de cinéma qui s'appelait le cinéma Le Nord en Ngaoundéré, et ils sont allés le voir, ils lui ont dit, bon, maintenant nous avons notre indépendance. Il faut changer le nom de ta salle de cinéma. Ça ne doit plus s'appeler le cinéma Le Nord. Et lui, il a dit, bon, moi, il m'a raconté, il me dit que non, il leur a dit qu'il ne va pas changer. Ce qu'ils disent à leurs enfants de ne pas aller dans cette salle de cinéma-là. Ils sont rentrés et ils ont créé donc la salle de cinéma La Damawa. Et c'est comme ça que le cinéma Le Nord est mort. Et à Maroua, dans l'extrême nord aussi, on a montré aux gens que bon, fini la domination. Maintenant, vous êtes indépendants. Vous êtes, voilà, vous avez votre région, vous allez administrativement. Donc, c'était politique. C'était quelque chose pour diviser et tout ça là. Voilà un peu d'où vient le nom de... Parce que les gens estiment que donc, c'est la première province qu'il a créée. Mais en réalité, donc, ça répondait à un impératif. Parce qu'il fallait diviser pour mieux régner. Et on a vu. Voilà, le Nord, ils ont voulu opposer les Kirdis aux islamophiles, aux musulmans, ceci. Oui, tout n'était pas parfait sous le président Ahidjo, mais avec nos frères Kirdis, nos frères des autres ethnies dans le Grand Nord, parce qu'il n'y a pas que les Kirdis, on ne peut pas ramener tout le monde à l'intérieur de ce qu'on appelle les Kirdis. Mais on vivait en paix. Hein. Il y avait des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs, mais ce n'était pas un problème ethnique, ce n'était pas un problème communautaire. Oui, certaines communautés font beaucoup plus dans l'élevage que d'autres, et puis d'autres font beaucoup plus dans l'agriculture. Mais c'est des problèmes qu'il fallait résoudre, et c'est des problèmes ça existe partout dans le monde entier. Ces conflits qu'il y a d'intérieur. Mais voilà. Donc aujourd'hui, il y a quand même cette prise de conscience politique dans le Grand Nord qui fait que cette division qu'on a voulu, qu'on a créée et qu'on a imprimée, qu'on a implémentée, qu'on a imposée pendant des années, ces divisions sont en train de disparaître parce que les gens ont compris que bon, écoutez, quand vous êtes malade, vous allez à l'hôpital. On ne voit pas que non, vous êtes Kirdi, vous êtes Peul, ou bien même vous venez de Yaoundé, ou votre village est à Anfou, je ne sais pas. Non. Il y a un hôpital qui ne peut pas soigner, mais les gens meurent. Même si vous êtes qui? Même si vous êtes même le gouverneur. Vous arrivez à l'hôpital, s'il n'y a pas de choses, on va vous soigner comment? C'est les médecins. Vous n'avez pas de spécialistes. Les routes sont mauvaises. L'économie ne fonctionne pas. Ah, mais ça impacte tout le monde. Vous comprenez, les enfants s'asseyent sur la paille, sur le sol. Vous comprenez? Donc, et ces enfants-là, ce ne sont pas les enfants de telle ethnie. On ne regroupe pas les enfants d'une seule ethnie pour mettre dans une école. Vous comprenez?
Tout à Donc, fait. c'est des enfants qui ont des parents originaires. Donc, et voilà un peu aujourd'hui, il y a une partie du Grand Nord qui se met debout et ça répond à une aspiration profonde des populations qui veulent le changement. Et là, aujourd'hui, moi, je veux voir comment le RDPC va avoir même 25% Justement, dans le monsieur Grand Nord. Abdourahmane, concernant l'accord dont vous avez parlé, est-ce que c'est cet accord qui permet de comprendre pourquoi? Parce que je dois dire que lorsqu'il concerne des problèmes dans certaines parties du Cameroun, on ne voit pas le secrétaire général à la présidence se déplacer en personne. Mais lorsqu'il s'agit du Grand Nord, ou lorsqu'il s'agissait du Grand Nord, et récemment encore, nous avons vu un déplacement du secrétaire général à la présidence dans le Grand Nord pour une affaire qui était aussi importante. Et ensuite, on l'a vu vouloir repartir de sitôt, mais il a dû s'asseoir à son départ pour répondre à certaines exigences ou doléances de certaines élites de la localité. Est-ce pour cela que cet accord, est-ce que c'est ça qui permet également de mieux comprendre pourquoi le SG, une personne aussi imminente, est lui-même allé dans cette partie du pays? Bon, c'est un peu normal, hein. Avec la catastrophe qu'il y a eu là-bas, quand même, c'était quelque chose d'extrêmement grave. Vous avez vu, il y a des milliers de familles qui ont tout perdu. Normalement, dans un pays normal, c'est le président de la République qui doit se déplacer. Et on était dans une situation de catastrophe majeure. Bon, ce n'était pas un tremblement de terre, mais c'était quand même, quand vous voyez les dégâts qu'il y a eu là-bas, et ces tensions, c'est parce qu'il y a tellement de défaillances. C'est parce que les gens sont excédés. C'est quand même une scène qui était... C'était ahurissant. Mais monsieur Abdourahmane, on a pu voir aussi il y a des quelques... catastrophes. On a pu observer aussi des catastrophes dans certaines zones du pays, mais on n'a pas vu la représentation imminente du SGPR. Écoutez, je ne suis pas en train de faire le parallèle. Moi, je prends le cas du Nord, de l'extrême Nord, de toute la région de Yagua, dans le maillot d'Anaï, avec tout ce qu'il y a eu. Et ça, bon, je ne peux pour... Je dis en principe, quand il y a des problèmes d'une telle ampleur, il y a une catastrophe d'une telle ampleur, quand il y a une catastrophe d'une telle ampleur, normalement, l'État doit se mettre en mouvement et le chef de l'État, normalement, devrait se rendre sur place. Donc maintenant, je parle du Grand Nord. Alors, je vois qu'on est en pause. Et, non, il y a eu un petit... Je vois qu'on... Oui, d'accord. Donc, je dis bien que pour l'extrême Nord, moi, je pense que c'est normal qu'il y ait un déplacement de ce niveau. Et certainement, dans des cas similaires, s'il y a eu des cas similaires dans le reste du Cameroun, en tout cas cette année 2025 ou en 2024, je sais que au niveau de la falaise de Tchang, il y a eu un problème. Mais bon, qu'on ne minimise pas. Mais l'ampleur n'est pas la même que ce qui s'est passé dans la région de l'extrême nord, dans le département du Mayo d'Anaï, et qui va juste, c'est un problème, ce problème d'inondation va jusqu'à Kousseri, jusque dans le Logon et Chari. Vous comprenez? Et donc ça, il est allé, et je vous dis, vous avez vu comment les gens ont fait. Vous avez vu des papas qui ont... Quelqu'un a même demandé, mais le président lui-même, il est où? Et l'autre a dit, mais tirez sur nous. Et ils ont empêché l'hélicoptère de décoller. Et ça, c'est même, sont des militants du RDPC. Hein. Ce ne sont pas des gens de l'opposition. Donc c'est pour vous dire un peu, même si le lendemain, ils ont relativisé, parce que c'est comme ça, c'est la politique. On vient dire que bon, il y a eu des malentendus, voilà, c'est fini maintenant. Pardon, les gens ont parlé d'enveloppe, mais moi je ne crois pas. Ce ne sont pas les enveloppes qui peuvent faire ce genre de choses. Tout simplement parce qu'ils ont exigé quelque chose qu'ils ont obtenu. Ils ont demandé à monsieur le secrétaire général de la présidence de ne pas partir. Et il n'est pas parti. Il a dormi et il les a reçus. Vous comprenez? Et ils lui ont transmis les doléances. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient.
Maintenant, est-ce qu'on a donné des enveloppes aux gens? Mais c'est pas ça qui fait que le lendemain, ils relativisent. C'est parce qu'ils ont obtenu et ils ont défié ouvertement leur hiérarchie. Et imaginez donc ceux qui ne sont pas dans le RDPC et qui veulent le changement ou bien qui sont dans d'autres partis, et ainsi de suite. Voilà, donc les choses, rien ne sera plus comme avant, je vous ai dit. Et aujourd'hui, je peux vous faire une confidence. Ceux qui ont même le plus besoin de changement au niveau du Grand Nord, ce sont les militants du RDPC eux-mêmes. Je suis très ravi. Voilà. Je suis très ravi d'entendre ça, Monsieur Abdourahmane, dans un souci de changement, parce que notre pays est en train de connaître une mort, une zombification. Je crois que je dois le dire ainsi, une zombification, et on a besoin urgemment des gens ou de nouveaux acteurs au sommet de l'État pour redonner au Cameroun toute sa valeur, toute sa grandeur, toute sa dignité. Nous allons, avant de passer à probablement à l'avant-dernier exercice de notre débat, de parler des 16 000 scrutateurs dont vous voulez le recrutement de près de 60 000, vous voulez dire 60 000 scrutateurs. Surveillant de vote. Exactement. Oui. Merci pour le rappel, Monsieur Abdourahmane. 60 000 surveillants dont vous voulez mettre en place. Est-ce que, Monsieur Abdourahmane, vous pouvez éclaircir la lanterne afin de mieux comprendre cette affaire de 60 000 surveillants? C'est ce que je disais tout à l'heure. En 2018, on a bien vu qu'aucun parti politique, y compris le RDPC, n'avait tous les PV. Aucun. Le RDPC avait les PV parce que Elekam, parce que les sous-préfets, parce que. Mais le RDPC lui-même, en tant que parti politique, n'avait pas tous les PV. Vous comprenez? Et ça, c'est une faiblesse majeure. Donc, combien de fois les partis politiques? On voit bien que aujourd'hui, chaque parti politique est quand même fort quelque part. Même le RDPC, hein. Mais aujourd'hui, là, je ne suis pas sûr que le RDPC, dans tout le Grand Nord, dans tous les bureaux de vote, vous allez avoir des gens qui vont surveiller le vote pour le compte du RDPC. Et tout comme aussi le MRC, aussi bien organisé qu'il soit, je ne suis pas sûr que vous allez avoir des militants partout et des scrutateurs sur les 29 500. J'ai vu qu'il y a un travail qui est fait. Il y a une volonté pour corriger ce qui s'est passé en 2018. Donc, et nous, on s'est dit, on peut compléter ça. On va créer une sorte de base de données, une sorte de banque de données avec des surveillants. Si le MRC se rend compte qu'il y a des coins au Cameroun où ils n'ont pas de gens sûrs, ils savent que les hommes d'honneur sont là. Ils peuvent nous dire, écoutez, il y a 50 bureaux de vote là dans tel arrondissement, est-ce que vous pouvez nous envoyer 50 noms? Parce que nous, on n'a pas la possibilité d'envoyer les gens directement dans le bureau de vote. Vous comprenez? Et c'est la même chose si un autre parti politique qui veut le changement, hein, parce que nous, on ne travaille pas avec les gens qui ne veulent pas le changement. Donc, on s'est dit, voilà, le problème qu'il y a, et ce que moi, j'avais attiré l'attention des partis politiques, jusqu'à récemment, très récemment, au sein des partis politiques d'opposition, le rôle de scrutateur a été dédié, je peux dire, aux gens qui sont au bas de l'échelle, aux garçons de course. On dit, toi, il faut aller surveiller là-bas, alors que c'est quelque chose qui doit... Mais d'abord, les cadres même du parti doivent être les premiers à être sur le terrain. Parce que si vous prenez quelqu'un qui est dans le parti et que, bon, parfois, il a du mal, il peut passer tout un mois, il n'a pas vu la couleur d'un billet de 10 000. Un gars au quartier qu'on a pris comme ça, à la dernière minute, vous demandez d'aller surveiller. Mais un gars là, on le dépanne. Et puis c'est fini. On lui dit, va manger un bout, tu reviens. Il revient ici, il ne peut vécu.
Et ça, cette faiblesse, par le passé, il y a eu ça. Je ne sais pas si ça va se répéter. Est-ce que le MRC va former 30 000 scrutateurs qui vont être présents dans tous les bureaux de vote et être en mesure de ramener les résultats? Si ça se fait, mais ce serait une chose extraordinaire. Mais nous, on s'est dit que, vu qu'il y a une faiblesse là-bas, il faut peut-être mettre quelque chose de neutre. Et cette idée, je l'ai eue. Pourquoi j'ai persisté dans cette idée? C'était lors d'une émission. Comment ça se... C'était La vérité en face, l'année dernière, au mois d'avril. Alors, j'ai essayé d'exposer en disant que, bon, écoutez, moi, d'abord, l'idée, c'est que moi, je me considère comme un homme d'honneur. J'ai été confronté à des choses incroyables. À un moment donné, dans le football là, même si j'ai dit, mais ramenez-moi tel nombre de milliards, on va me ramener ça dans le sac Banjok, chez moi à la maison. Mais maintenant là, si je dis que dans le football là, bon, moi, le combat là, ça me suffit, hein, vraiment, bon, venez, on parle. Je peux obtenir beaucoup de choses. Donc, on m'a proposé tellement de choses, j'ai refusé pour l'intérêt du football, pour l'intérêt commun. Et ce que moi, je peux retirer du combat que moi, j'ai mené au niveau du football, c'est ça. C'est l'image de quelqu'un qui ne se vend pas, qui a fait preuve d'une intégrité sans faille. Je me revendique être un homme d'honneur. Et je dis bien qu'au Cameroun, certainement, on doit pouvoir trouver 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 hommes d'honneur sur une population de 30 millions environ. Et j'ai dit, bon, écoutez, moi, je cherche des gens comme moi pour surveiller le vote, pour que Elecam soit obligé. Parce que si on est partout, et que pas seulement une seule personne, parce que si le MRC à un moment donné, il faut que les gens se relaient, quelqu'un peut avoir envie d'aller uriner, d'autres peuvent avoir un besoin pour sortir, ainsi de suite. Plus on est nombreux dans les bureaux de vote, et mieux on va surveiller les gens. Et j'ai dit que bon. Et quand j'ai exposé ça, je finis l'émission, le présentateur d'abord, Fangwa, et il était tellement... vraiment, sa réaction m'avait surpris. Parce que c'était quelque chose qui avait marqué son esprit. On en a longuement parlé après l'émission. Et moi, quand je regarde les messages, je reçois des messages, que ce soit des emails, que ce soit par message. Les gens me disent, on veut être des hommes d'honneur. Comment on fait pour être des hommes d'honneur? Je croise des gens en route, ils me disent, mais on vous a vu, on veut faire partie des hommes d'honneur. Je dis, ah, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut... Et alors là, on a travaillé encore dessus pour mettre cette plateforme et tout ça là. Et aujourd'hui, on va lancer ça le 1er mai. Et c'est ça l'idée de dire aux gens, politique Nandjangi, comme disait Feu Achidi Achou, ancien Premier ministre, c'est que vous venez, travaillons ensemble, créons, réalisons l'alternance, aidons à réaliser l'alternance pour changer notre pays. Et on ne dit pas à quelqu'un qu'il va avoir même 100 francs de taxi. Tu viens avec ton agent de taxi, tu viens avec ton bout de pain, avec ta petite bouteille d'eau, et tu t'investis et tu investis. Parce que c'est toi qui payes ton transport, ou bien tu prends ton véhicule, ou bien tu prends ta moto. Tu viens. Il n'y a pas une affaire d'argent là-dedans. Parce que moi, j'ai vu des partis politiques, dans les rubriques des dépenses, on met, bon, scrutateur, 1 milliard, 2 milliards. Non, vous ne pouvez pas payer les gens parce que si c'est une affaire d'argent, vous donnez 50 000 au gars, les gens en face peuvent donner 100 000. Vous donnez 100 000, ils sont capables de donner 200 000. Ils ont la caisse de l'État. Vous comprenez? Donc, et c'est ça, c'est d'avoir des gens qui pensent que on va aller, notre cible, ce sont les syndicalistes, ce sont les enseignants. On leur dit, mais vous vous battez tous les jours sous le soleil. Venez vous investir 3 jours pour l'élection. Surveiller le vote. Les gars qui sont là dans les hôpitaux, qui font grève parce qu'on les exploite, ils ne sont jamais les jeunes qui n'ont pas de travail, alors qu'ils sont allés à l'école, ils sont diplômés. Ceux qui ont perdu leur boulot. Les parents qui ont des enfants qu'ils ont élevés, au lieu que ces enfants prennent leur relais, ils sont obligés encore de supporter ces enfants comme des charges. Ces parents-là, il y en a qui ont la force de se lever pour venir s'asseoir
Donc on est en train de, au-delà, par-delà les partis politiques. Parce qu'il y a des gens, si on leur dit que c'est le MRC, ils ne vont pas venir. D'autres, si on leur dit que c'est le PCRN, ils ne vont pas venir. D'autres, si on dit que c'est le SDA, ils vont dire que non, ils ne viennent pas. Mais ici, on dit non. Moi, je leur dis, bon, c'est moi que vous voyez comme ça. Moi, je ne suis pas dans un parti politique et je veux qu'il y ait un changement et je suis déterminé. Si vous êtes déterminé, faisons ça. Mais après, personne ne sortira comme ça de cette situation. Si vous n'avez pas le boulot, vous savez que vous avez parié quand même, vous avez pris une option sur un Cameroun qui va être différent. On ne va pas vous brimer, on ne va pas vous choisir les gens à qui on donne le travail, les grandes écoles, et ainsi de suite. Parce que là, on se bat pour récupérer notre pays, qui est entre les mains d'un groupe de personnes, d'un petit groupe de personnes. Ils ne font même pas 0,5% de la population. Vous comprenez? Ils prennent notre argent, nos ressources, ils nous redonnent un peu, et on les remercie. Le président de la République, c'est nous qui l'engageons. C'est notre employé. C'est nous les patrons, comme je dis souvent. Mais ce n'est pas le président de la République qui est notre patron. Mais les gens pensent que nous sommes la propriété du président Biya. Nous sommes ses esclaves. Il peut se lever là, il prend celui-ci. S'il veut même, il prend au petit déjeuner. Non. Mais c'est nous qui employons les ministres du gouvernement. Sans nous, ils ne peuvent pas être là. Ça, c'est la constitution du Cameroun. Hein? Qui dit que c'est la démocratie, le vote et tout ça là? On doit s'assurer que le vote là, cette fois-ci là, qu'on ne nous vole pas. Mais sinon, chacun attrape son voleur. Quand tu attrapes le voleur, tu fais quoi? Bon, en principe, tu l'amènes à la brigade. En principe. Mais il faut que les gens sachent que s'ils décident de voler, c'est feu président Mobutu qui disait parfois en conseil de ministres, il disait à ses ministres en lingala, voler avec intelligence. Il leur disait ça, voler avec intelligence. Parce que je disais, pour voler, il faut qu'on les oblige, et les Cam est obligé maintenant de trouver autre chose. Ce n'est plus ce qu'ils faisaient avant, le schéma là, comme on dit au quartier, est très lent maintenant. Il faut qu'ils trouvent autre chose. Et c'est la même chose pour les gens de pouvoir. Il faut qu'ils trouvent autre chose. Il faut que maintenant, ils remuent leur ménage. Vous comprenez? Et donc, on est là-dedans. Et c'est ça le sens de cet appel. Je dis bien que moi, je n'ai pas de prix. Quand quelqu'un n'a pas de prix, tu ne peux pas acheter quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas de prix. Quand il s'agit de ce que je vois du Cameroun, là, je dis aujourd'hui, là, nos enfants, moi, quand je vois mes enfants, j'ai pitié. Je dis, mais je vais les laisser là-dedans aussi. Non, on ne mérite pas ça. On doit avoir un pays qui est là pour tout le monde, qui protège tout le monde et qui punit les gens qui font la faute et qui ne respectent pas les règles. Si tu as quelque chose qu'on te donne, tu sais pourquoi on t'a donné, on t'explique. Si on te refuse quelque chose, on doit t'expliquer pourquoi on t'a refusé. Donc, c'est pas... Mais maintenant, là, quelqu'un reste là dans son bureau, il dit que tel là, c'est comme ça, on le met là-bas. Même les beignets, vous ne pouvez pas vendre au Cameroun. Si vous commencez à vendre les beignets, on voit que vous vendez vraiment les beignets là. On envoie quelqu'un vous dire que hey, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Vous venez d'abord. On vous demande d'entrer dans le parti, de faire ceci. Vous devenez leur... Quoi? C'est-à-dire que rien ne doit se passer si ça ne passe pas par eux. Ils rejettent tout. Mais comment un pays peut se développer, peut fonctionner comme ça? Non, l'État est là pour organiser, veiller à ce que les lois soient respectées, édicter des règles, réguler, ainsi de suite. Mais là, non. Dans le football, ils sont là. Dans la culture, ils sont là. Dans tout, ils sont là. Le commerce même, tu fais. Tout. Il n'y a pas quelque chose que tu peux dire que, bon, moi, j'ai des aptitudes, je vais faire. Je vais montrer mes talents. Quel est le talent que vous avez vu que le Cameroun a sorti, en dehors de quelques footballeurs, les 40 dernières années? Vous avez un homme d'affaires qui est vraiment sorti, qui est un homme d'affaires qui n'est pas fabriqué par qui a été ingénieux, qui a créé quelque chose et tout le monde a vu? Non, on importe les choses, bon, et on vous fait des faveurs au port, on vous donne des crédits, on vous donne des ceci, et le gars il signe des accords par là. Où sont les capitaines d'industrie? Oui,
Il y en a qui sont là, mais moi, je n'ai vu aucune ingéniosité. Parce qu'on a bridé tout le monde. Le patronat, j'ai vu comment il trime. Bon, on nous fait des choses à manger, on nous fait des trucs. Encore même que ça. Vous avez quelle industrie dans ce pays? Donc, il n'y a rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever. Même Nganou, on dit, mais il est allé à la nage pour revenir maintenant s'afficher avec ces gens-là. Mais le Cameroun lui a donné quoi? En dehors du fait qu'il soit né au Cameroun quelque part, au hasard. Mais il a dû risquer sa vie. Et il avait, en principe, il avait 10% de chances de survivre. C'est ce que je lui reproche. Tu ne peux pas aller risquer ta vie, être obligé, parce que pour prendre le désert et prendre la mer, il faut être désespéré. Si on te pousse au désespoir, après, tu ne reviens pas t'afficher avec les gens qui t'ont poussé au désespoir. Parfois aussi, c'est ça. Est-ce que c'est le syndrome de Stockholm? Je ne sais pas, mais nous devons récupérer notre pays et faire en sorte que ça ne se reproduise plus, que quelqu'un ne vienne plus s'arroger la propriété du Cameroun, que ça devienne la propriété des Camerounais. Vous avez vu ce qui a failli se passer à Séoul. Le président a voulu faire il a voulu décréter un état d'urgence, l'état d'exception pour arrêter, mais c'est lui-même qu'on a arrêté. Vous comprenez? On doit construire des institutions qui permettent que même un fou qui arrive au pouvoir, sa folie va diminuer. Il sera obligé, sa folie sera canalisée. Vous avez vu Trump. Bon, il y a des choses qu'il fait, mais il y a des choses aussi qu'il ne peut pas faire aux États-Unis. Tout à fait. Voilà. Alors, je pense que M. Abdourahmane a apporté tout au long de cet échange énormément de réponses à beaucoup de préoccupations. Mais au-delà de ça, j'aimerais dire que le Cameroun, victime des parricides, des homicides, des infanticides, des féminicides, des fratricides, des génocides, victime même du tribalisme, du favoritisme, du népotisme, du clientélisme, chapeauté par la mauvaise gouvernance, doit changer cette année. Et pour que ça change, il y a un prix à payer, M. Abdourahmane l'a dit, c'est d'être des hommes d'honneur. Cette année, vous êtes tous appelés à être des hommes d'honneur. Je vous remercie énormément pour des questions, pour des éléments que vous avez apportés à nos attentes, M. Abdourahmane. Et je vous propose de passer à l'avant-dernière phase de cet exercice, qui est celle des questions. Je vous propose donc de recevoir sur notre panel des invités qui vous poseront des questions et que on espère que vous apporterez des éléments de réponse aussi satisfaisants. Bonsoir et bienvenue, Monsieur Dieu Révolutionnaire. Merci, bonsoir. Bonsoir à Monsieur Abdourahmane. Bonsoir à l'hôte du live. Je remercie Monsieur Abdourahmane. J'étais en commentaire, j'ai écouté avec délectation beaucoup de choses que Monsieur Abdourahmane a dit. Il a fait des précisions sur des aspects sur le domaine du sport, du football que nous ne maîtrisions pas. Et il est aussi abondamment revenu sur l'aspect politique. Je découvre avec beaucoup de plaisir que M.